Question, comment vous avez appris à gérer vos finances? Qu'est-ce que vous me dites? Google, notre meilleur ami. Les parents, l'éducation des parents, très souvent, la première source, en fait, d'éducation au niveau financier, c'est nos parents. Mais si nos parents n'ont pas eu d'éducation financière eux-mêmes, ben, malheureusement, ben, on grandit avec nous-mêmes peu de connaissances. Donc, l'autre façon d'apprendre, c'est quoi? C'est par essai-erreur. Puis peut-être vous en avez commis des erreurs financières qui vous ont coûté un peu d'argent, mais pour d'autres personnes, malheureusement, les impacts financiers des erreurs sont très importants. Okay? Puis là, on parle de faillite, on parle de propositions aux consommateurs, on parle de dettes qu'on traîne pendant des années qui hypothèquent carrément notre vie. Ça va, pour certaines personnes, ça peut être très, très, très impactant. Donc, ou sinon, l'autre outil d'éducation, donc à part l'Internet, mais là, on parlait de désinformation, donc vous comprendrez qu'en finance, on parle d'argent et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui font de la désinformation. On l'a vu pendant la pandémie, la crypto-monnaie, les NFT, on vend aux gens la possibilité de faire de l'argent facilement sur Internet et ça, c'est malheureusement très, très, très présent. Et ben, des gens qui ont peu d'éducation, ben, malheureusement, ils se font piéger, ils tombent dans le panneau de justement la tentation ou la cupidité de vouloir de l'argent, mais des fois, on le fait par justement manque d'information ou par désinformation. Ou sinon, ben, on se tourne vers une institution financière. Donc là, on va aller voir un conseiller, un planificateur financier qui va nous proposer, selon notre situation, des solutions et va nous informer un petit peu sur les différentes options qui s'offrent à nous. Mais en même temps, les institutions financières sont là pour quoi? Pour faire de l'argent eux-mêmes. Donc, ils vont nous pousser vers des produits financiers qui les favorisent, veut pas. Ça va? Donc là, ils ne sont pas impartiels dans ce sujet-là. Et au final, ben, on n'est pas outillé pour entamer des discussions avec un conseiller quand c'est lui-même qui nous donne l'information. Donc, il faudrait venir préparer parce que les conseils d'un professionnel ben, sont aussi bonnes que les questions qu'on lui pose. Si on arrive avec aucune question, ben, on aura des conseils de base, puis on va nous proposer des produits de base. Donc, en réalité, il faut venir informer pour pouvoir justement être outillé pour discerner, en fait, est-ce qu'on nous propose des produits d'assurance qui nous conviennent, est-ce qu'on nous propose un taux hypothécaire dans notre intérêt, est-ce que, puis là, je ne vous nommerai pas toutes les décisions financières qu'on prend, mais on en prend, comme j'ai dit, beaucoup. Et ça, ben, vous comprendrez que ça a un impact hyper important dans notre société. Ça va? Puis là, hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais la Banque du Canada, elle a fait quoi? Elle a augmenté son taux directeur. Donc là, le taux de financement augmente, que ce soit pour les hypothèques, que ce soit pour les prêts, que ce soit pour l'auto, tout le financement. Donc, les gens qui ont déjà des dettes, ben, imaginez-vous le fardeau que ça vient ajouter aux familles les plus défavorisées puis les plus vulnérables. Donc, ça a un impact énorme sur notre société parce que ben, une population qui a des difficultés financières, ben, c'est une population justement qui s'endette. Et je ne vous parle pas de la surconsommation, donc tout le marketing qui est fait pour nous vendre des produits à tous les jours. Vous prenez votre téléphone, puis ben, on vous bombarde constamment de publicité. Donc c'est très difficile aussi de ne pas tomber dans le panneau de la consommation. Et ben, on est amené justement à être disons, impacté par ça, parce que, ben, au final, ben, ça fait une population qui n'épargne pas, qui n'est pas indépendante au niveau de ses décisions financières, et ben, ça fait une population qui, justement, dépend des institutions bancaires et qui n'est pas autonome. Donc, en introduction, on m'a dit, j'aide les Québécois à atteindre ou à essayer d'être libres financièrement. Mais en fait, c'est ça l'objectif, c'est que quand on est libre financièrement, quand, justement, on n'a pas ces soucis d'argent-là, ben, ce que ça fait, c'est que ben, on est plus serein au quotidien à prendre des décisions sans forcément être contraint de le faire. Ça va. Puis pour vous donner quelques statistiques au niveau de l'impact que ça a, ben, les finances, ben, c'est la première source de stress chez les gens. Il y a 6 Québécois sur 10 pardon, qui se réveillent le matin et qui sont stressés au quotidien par rapport à l'argent, qui regardent leur compte, qui ont des difficultés à payer leurs factures à la fin du mois. D'ailleurs, 33% des gens vivent d'une paye à l'autre, sachez-le, donc c'est extrêmement élevé. Et comme j'ai dit, les gens ne sont pas outillés parce qu'il y a moins de 50% des Québécois qui font un budget. Donc les gens, comme j'ai dit, ils vivent un peu le jour le jour, ils sont pris un peu dans cette société-là de consommation.
et ça a des répercussions. Et avec des taux d'intérêt qui augmentent, sachez-le, là, il y aura de plus en plus de faillites les prochains mois, prochaines années, parce que, comme j'ai dit, le ratio d'endettement, il est déjà à des niveaux jamais connus au Canada. On est à du 180% de ratio de dette par rapport aux revenus. Donc, quelqu'un qui gagne 100 000 $, il a environ 180 000 $ de dette. Donc, même s'il travaille toute l'année, il ne réussira pas à rembourser ses dettes. Donc, ça, c'est une moyenne canadienne, mais ça vous donne une idée un peu du portrait que les gens ont des dettes beaucoup plus élevées que les revenus qu'ils gagnent à chaque année. Puis, comme j'ai dit, ça risque d'augmenter cet impact-là. Je le vois au quotidien parce que je gère un groupe Facebook où les gens peuvent poser des questions pour justement relier aux finances, pour s'éduquer. Et de plus en plus, les derniers mois, je le sens vraiment, de plus en plus de gens ont des difficultés à rembourser, à faire leur paiement à la fin du mois, donc à joindre les deux bouts. Donc, ils essaient de trouver des solutions pour augmenter leurs revenus, réduire leurs dépenses, trouver des nouvelles sources de revenus. Donc, beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que je peux faire pour me générer de l'argent à court terme parce que j'ai de la difficulté à nourrir ma famille ou à payer mon loyer. Vous avez tous connu, vous voyez tous la crise du logement qu'on connaît, les difficultés à se louer, les difficultés à acheter une propriété. Donc là, on voit que ça devient de plus en plus compliqué, disons, acheter surtout à des taux d'intérêt qui augmentent. Donc tout ça pour vous dire que ça a des impacts, mais je pense que vous étiez déjà convaincu avant même de le faire. Donc, quelles sont les solutions justement reliées à ça pour essayer de faire de l'éducation? Donc, j'ai dit que l'éducation venait des parents, mais donc ça vient des adultes. Okay? Les adultes ont une certaine responsabilité. Et si on veut éduquer notre nouvelle génération, ça commence par justement l'éducation des adultes. Donc c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous, ça va, d'essayer justement d'informer notre entourage, de parler de finances et d'argent, même si c'est un sujet tabou. Vous conviendrez que parler de finances, ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Souvent, c'est un sujet qui est ennuyant, qu'on ne parle pas. Par contre, pour parler de dépenser de l'argent, ça, on le fait très bien. Ça va, de voyage, de dépenses au quotidien, puis on s'est fait plaisir, on a acheté ci, ça. Ça, on le fait très bien, mais quand vient le temps de gérer ses finances, d'épargne, d'investissement, de planification retraite, ça, on préfère pas trop en parler parce que c'est ça, c'est pas un sujet qui passionne. Pourtant, comme j'ai dit, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de le faire, de s'éduquer. Donc, comment on peut s'éduquer? En lisant des livres, évidemment, en suivant des formations, en consultant les outils qu'il y a de disponibles. Les dernières années, il y a l'Université McGill qui a créé une formation gratuite pour les gens qui veulent apprendre un petit peu plus justement sur les finances. Il y a l'Université Trois-Rivières aussi qui a fait à peu près la même chose. Donc, c'est des outils qui sont là disponibles gratuitement pour la population. Je pense que ça contribue à aider à ça. Comme j'ai dit, il y a eu plusieurs livres les dernières années qui ont été écrits par des Québécois, donc ça parle aux gens d'ici. Donc, il y a Pierre-Yves McSween qui est une des personnalités les plus connues qui fait de l'éducation financière à la radio, télé, un peu controversé, mais il en fait quand même. Il a écrit d'ailleurs 3 livres sur les finances. Il y a le jeune retraité, Jean-Sébastien Pilote, qui a écrit un super livre sur justement la liberté financière. Puis il y a Nicolas Bérubé, qui est un journaliste à la presse, là, qui fait des articles, mais qui a écrit aussi 2 livres pour aider les gens justement à en apprendre plus sur les finances. Parce que souvent, les gens, quand ils veulent en apprendre plus, ils ne savent pas par où commencer. Donc, je pense que la lecture de livres, c'est une des meilleures façons de s'éduquer. De suivre des formations gratuites ou même payantes, ça peut être une autre solution. Et évidemment, d'utiliser d'autres outils. Il y a beaucoup de blogueurs aussi, des gens qui font ça bénévolement, qui écrivent des articles sur différents sujets. Donc, ça va des assurances au placement, à la retraite, à l'épargne, budget, etc. Donc, avec des blogueurs comme Retraite 101 et d'autres, là, j'ai parlé du jeune retraité aussi qui a un blog. Donc, ça, c'est vraiment des initiatives citoyennes là, où on vient partager
aux gens pour essayer de justement les éduquer. J'en fais personnellement aussi depuis que j'ai constaté justement cette lacune-là et que malheureusement dans notre système scolaire, il ne faut pas compter sur notre système scolaire pour ça parce que, comme vous avez pu voir, même le cours de 50 heures, ça a pris du temps avant que qu'on le réalise, puis avant que ça soit mis en place. Puis, comme je l'ai dit, ça fait en sorte que finalement, c'est un cours durant tout notre cursus, ça ne changera pas grand-chose. Surtout qu'on s'adresse à des gens du secondaire. Souvent, ils ont leur premier emploi, mais ce n'est pas là où c'est le plus pertinent. Moi, je dirais plus, c'est au cégep, c'est à l'université, c'est quand on a une réalité, c'est quand on a une carte de crédit que là, on veut savoir comment l'utiliser. Ce n'est pas une fois qu'on l'a eu, puis qu'on a mis le maximum dessus, puis qu'on n'a pas fait nos paiements, que là, on se dit, il faudrait peut-être que j'améliore mon bureau de crédit, mais comment je fais ça? Ça va? Puis c'est là où les questions arrivent. Donc, avec comme j'ai dit, des initiatives donc de la part de blogueurs ou d'autres personnes qui ont quelques connaissances et qui le partagent. Les médias aussi. Donc, il y a beaucoup de reportages, beaucoup de chroniques. J'en fais d'ailleurs une à la radio, une à la télé. Puis ça, c'est bien parce qu'il y a quelques médias justement qui ont compris leur rôle et qui mettent de l'avant justement ces sujets-là, même si, comme j'ai dit, ils sont un petit peu moins populaires que peut-être d'autres sujets. Mais c'est ça. Donc, je venais ici pour justement vous sensibiliser à l'éducation financière, puis vous dire que si on veut une société prospère, si on veut une société moins stressée, parce que si on apprend à gérer nos finances, on comprend les décisions qu'on prend, puis les impacts que ça peut avoir dans nos vies, on va prendre des meilleures décisions, puis au final, on va être moins stressé, mais surtout, on va avoir la possibilité de faire des choix qui nous conviennent, parce que des fois, on va faire des choix, que ce soit au niveau de la carrière. Beaucoup de gens se mettent en couple parce que c'est la seule façon d'avoir accès à une propriété. Beaucoup de gens vont prendre des décisions, comme j'ai dit, au quotidien, non pas par des choix personnels, mais par des contraintes financières. Ça va? Puis je pense que vous pourrez en convenir, puis vous aurez plein d'exemples, j'imagine, à partager avec moi sur ce sujet-là. Mais commencez à le faire par vos enfants. Faites-le avec votre entourage. Initiez les sujets de finances. En parallèle, éduquez-vous, puis sensibilisez les gens autour de vous. Il y a des organismes qui le font aussi. J'ai oublié de mentionner, il y a l'ACEF, qui est un organisme québécois qui fait ce travail-là et qui aide justement les familles à essayer de s'en sortir. Il y a l'autorité du marché financier qui vient essayer de sensibiliser les gens au niveau des placements, justement des risques des investissements qu'on fait, surtout des investissements en ligne. Et c'est ça. Mais ça vient, comme j'ai dit, de chacun d'entre nous, puis c'est à nous d'essayer de contribuer à l'éducation financière au Québec. Merci à tous. Bon, merci beaucoup, Youssef. Encore une fois, vous avez 30 secondes à peu près pour tourner vers votre voisin, parler de vos problèmes financiers, si vous voulez. Allez-y. En attendant, je vais inviter notre panel de discutants à venir rejoindre les intervenants. Isabelle, est-ce que tu as l'heure, s'il te plaît? J'ai oublié de prendre. Non. Ok, d'accord. C'est pas grave. Ah oui, il y en a. Moi, la mienne, c'est... Ah ok, d'accord. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai invité ici notre panel de discutants, discutantes à venir réagir à ce qui a été présenté ce matin. Vous avez quelques minutes seulement parce qu'on a pris du retard. Et après ça, je vous passerai la parole si vous voulez intervenir
si vous avez des réactions. Donc, je vous inviterai, Éric, Isabelle, Marjorie. Je vais commencer. Alors, vos 3 interventions vraiment complémentaires à la fin, là, en tout cas pour mes réflexions personnelles. Alors, bravo, ça m'interpelle beaucoup. Peut-être dans un premier temps, pour la vulnérabilité chez plusieurs apprenants, entre autres en lien avec tout ce qui est médias numériques, interpelle beaucoup leur participation là, à cette mésinformation. Donc l'importance de la littératie numérique là, est vraiment très, très, très fondamentale. Souvent, on utilisait, pour revenir à Karine, un peu les récits de vie qu'on utilise beaucoup avec les apprenants pour comprendre un peu leur parcours, mais qu'est-ce qu'on fait après? Mais de les situer par la suite dans un environnement quelconque. Alors, vraiment fort intéressant. J'y vais. Moi, ce que j'ai noté, merci à tous les 3, c'était vraiment super intéressant et ça faisait écho. Moi, ce que j'ai noté, c'est l'importance de transmettre l'esprit critique, finalement, dans un contexte néolibéral qui ne veut pas qu'on crée des aides critiques. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc, transmettre cet esprit critique pour enrichir finalement les apprenants sur le plan matériel, mais les enrichir aussi sur le plan des valeurs. En fait, c'est un peu ça qu'on retrouvait dans vos présentations, des valeurs en lien avec l'environnement pour comprendre donc, et respecter l'environnement dans lequel on est, pour développer l'empathie, la moralité. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans vos 3 présentations, et aussi pour les responsabiliser, en fait, ces adultes apprenants. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et pour nous aussi, finalement, d'être critiques et pour faire écho au rapport de pouvoir dont on parlait hier. Donc, être critique, mais sans être cynique. Je pense que c'est ce que vous avez dit un petit peu tout à l'heure. Je continuerai là-dessus. Hier, Daniel, tu demandais c'est quoi les avenues, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant dans les prochaines années. Et puis, en écoutant les 3 personnes, je me dis peut-être qu'il faut pousser sur les pédagogies critiques et radicales, parce que sinon, on fait de la formation, on transmet de l'information, et c'est très bien, les gens peuvent mieux gérer leurs finances, mais on ne change pas le système si on fait que ça. Si on ne veut pas avoir à former tout le temps, il faut changer le système. Moi, j'espère que je travaille à ma propre fin. J'espère que je travaille à la propre fin de l'éducation des adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'au bout d'un moment, on aura pu le faire, quoi. Parce que le monde serait meilleur. En tout cas, on verra. C'est tout. Merci beaucoup. Dans notre cheminement de pas à pas, là, vous voyez que là, on a fait un pas important. Le bien commun, c'est des compétences spécifiques dans des domaines ancrés dans la vie quotidienne et dans l'individualité, mais qui ont un impact à l'échelle de l'ensemble de nos familles, de nos villes, quartiers, pays et la planète tout entière. L'environnement essentiel, les finances personnelles, les médias de plus en plus. Ce n'est pas des choses, je pourrais le dire de même pour lancer la discussion puis susciter vos réflexions. Est-ce qu'on peut laisser, je vais prendre une question d'hier, quel serait le risque de laisser uniquement aux individus le développement d'une capacité relative à l'environnement, aux finances personnelles et à la littératie, au bon plaisir, au bon vouloir des individus, puis de se croiser les doigts et de voir, ou est-ce que là, il y a une nécessité d'une vision du bien commun dans le développement de certaines compétences qui, oui, ont une importance dans la vie individuelle, mais au-delà de ça, qu'elles deviennent nécessaires pour notre bien-être collectif, puis le cheminement de nos familles, villes, pays, provinces et humanité. On a quelques minutes avant la pause. Je sais qu'aussi les gens aiment bien discuter ensemble pendant la pause. Là, on pourra l'ouvrir plus tôt si vous êtes rendu là dans vos réflexions, mais j'ouvrirai commentaires, réflexions par rapport à nos sujets. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Ça marche? Oui. Parfait. Moi, je m'appelle Yves de Repentigny. Je suis au conseil d'administration de l'ICA. Je suis professeur de cégep et je suis vice-président de la Fédération nationale des enseignants du Québec. Alors, c'est sûr que
On a eu 3 panélistes fort intéressants qui, jusqu'à un certain point, nous appellent tous et toutes à intégrer dans les cursus de l'éducation relative à l'environnement, de l'éducation numérique. D'ailleurs, il y a un plan d'action du gouvernement à cet égard-là. De l'éducation financière qui est insuffisante. On l'a vu cette semaine, on va appeler toutes les enseignantes et les enseignants à appuyer leurs collègues de français dans les compétences langagières. On trouve que les profs ne font pas assez d'interdisciplinaire. On trouve que les profs ne sont pas assez compétents en matière disciplinaire. Vous voyez où je veux en venir, là. On en met beaucoup sur le dos des enseignantes, des enseignants. Je pense néanmoins, là, malgré tout ça, qu'il faut le faire, qu'il faut essayer d'arriver à tout ça. Mais il va falloir donner. Et ça va prendre un courage politique immense parce qu'il va falloir réformer le système et donner les conditions qui vont être propices à ce que les enseignantes, les enseignants, parce que dans le fond, on peut enseigner du français en faisant l'éducation à l'environnement inversement, l'éducation financière, on peut en faire dans différentes, par exemple en mathématiques ou quoi que ce soit, mais ça demande un temps de planification et ça complexifie la chose. Il faut dégager du temps. Et ce temps-là, avec une pénurie d'enseignantes et d'enseignants, et avec le fait qu'on surcharge les classes et que de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants d'élèves en difficulté, c'est clair que la question des ratios va se poser. Mais toujours est-il là, que ça prend une refondation de notre système d'éducation si on veut réussir à relever tous ces défis-là. Ça fait écho à une réflexion hier de dire, sommes-nous dans un quotidien qui demande des changements à la marge ou dans une situation assez particulière où les besoins, les défis sont tellement importants, mais on se retrouve un peu à faire la quadrature du cercle. Et que nos points de référence, il faut peut-être changer une partie de la discussion pour réussir à trouver des solutions pour les mettre en œuvre dans le monde scolaire, puis en dehors du monde scolaire, par des blogueurs individuels. Il y a une partie systémique là, qui fait partie de la solution, fort probablement. Mais après avoir dit ça, quelle est cette partie et comment l'aborder? Oui, à droite ici. Oui. Oui, OK. Allez-y. Oui, super intéressant. En fait, ce qui me vient en tête, c'est à quel point l'éducation populaire autonome est importante dans tout ce processus-là, notamment pour ne pas laisser la responsabilité qu'aux enseignantes et enseignants de se former, mais à tout le monde, en fait. On peut se former entre nous, par nous. Ça va enlever une grosse tâche des épaules des professeurs, mais aussi, où ce que je veux en venir, c'est que l'éducation populaire autonome met l'accent sur l'action de mobilisation. Puis quand on parle notamment en environnement, il ne faut pas qu'on l'oublie, un processus d'éducation populaire autonome finit par une action, une mobilisation, une prise en charge du problème. Puis c'est là que je trouve que l'éducation populaire autonome est vraiment haute, puis qu'on devrait vraiment plus en faire, tout le monde, dans nos pratiques. On voit toute l'importance, là. S'éduquer, mais prendre action, changer de façon durable la société. Voilà. Vive l'éducation populaire autonome! Oui, tout à fait. On touche pas à pas. Hein. J'ai souvent l'image de dire, c'est comme si on a tous les morceaux du casse-tête, mais ce qui nous manque, c'est l'image à construire. Fait qu'on est pris avec une belle petite montagne de pièces, mais quelle est cette image qu'on veut monter pour agencer toutes les ressources, éducation populaire, réseau scolaire, puis en prenant en compte les personnes qui travaillent dans ces milieux-là, parce que c'est pas par magie que les choses se passent, parce qu'il y a des humains qui en mettent sur leurs épaules pour former les adultes. Oui, à droite. Oui, j'ai un commentaire à faire, puis je m'excuse, il y a un jalon de mon cocktail de mobilité qui a échoué, le char. J'ai été pogné dans le trafic, donc je suis arrivé, j'ai pris le métro après, mais bref, je suis arrivé en retard. Je n'ai pas vu le début de la conférence de la dame à laquelle je posais une question, un commentaire. Puis je m'excuse un peu parce que c'est comme très critique. Je sais que vous vous avez dit qu'il faut être critique, mais là, je vais vous critiquer. Pardon? C'est non scénique, la clé. Oui, excusez. Ah oui, la clé, excusez. Bref. On parle d'éducation populaire à l'environnement, de conscientiser éduquer les adultes à l'environnement, à leur impact sur l'environnement. Je n'ai pas de problème avec ça. Cependant, il me semble qu'il y a deux prémices à mon commentaire. L'éducation des adultes, c'est un vecteur de développement personnel, individuel, et qui dit développement personnel dit souvent augmentation de la consommation ou de l'impact environnemental individuel.
Puis moi, je dis ça sans juger les gens qui s'éduquent pour améliorer leurs conditions matérielles. Je trouve que c'est pas ma place de les juger. Ensuite, les individus et les institutions qui ont le plus d'impact sur l'environnement, eux, ne sont pas dans les classes d'éducation aux adultes parce que leur éducation financière est bel et bien faite. Ceux qui ont les moyens de consommer, puis qui consomment vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ne sont pas dans les classes d'éducation aux adultes. Donc, j'avoue que j'ai un petit malaise à me faire dire il faut éduquer les adultes parce que c'est important pour les environnements, alors que les gens qui ont un réel pouvoir, mais ils ne sont pas dans nos classes. Ouais, ça pose la question des lieux où former les adultes. Puis je vais expliciter, Frédéric travaille dans le domaine de l'éducation en milieu carcéral, donc ça peut donner du background sur l'étendue de ce qu'il faut prendre en compte. J'aimerais répondre à ce monsieur. Est-ce que c'est possible? Parce qu'en fait, l'éducation se fait à tous les niveaux et moi, je travaille avec des gens qui n'ont pas grand-chose. Fait que s'ils me disent, mais Karine, moi, c'est mon empreinte environnementale, elle n'est pas grosse, là. Mais à tous les niveaux, on peut faire les choses, choisir d'acheter local, choisir de manger autrement. Et je ne suis pas en train de parler de manger bio. Et même le Canadien moyen, si pauvre soit-il, a une empreinte qui est déjà environnementale, qui est déjà 6 fois supérieure à ce qu'elle devrait être dans son quotidien. Alors imaginons effectivement que tous, on a à faire notre part, qu'on soit dans un milieu d'éducation populaire ou pas. Moi, je travaille avec ces milieux-là parce que c'est là, justement, je rencontre des gens qui, malgré le fait qu'on dit « oui, mais lui, il n'est pas alphabétisé, comment tu veux que ça l'intéresse l'environnement ?» Lui, il est très informé, ça l'intéresse, il veut prendre part, il veut s'engager et il développe un pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, il se fait à tous les niveaux. Donc, ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est qu'effectivement, Hervé Kempf nous dit « c'est riches qui détruisent la planète ». Donc, effectivement, nous faisons partie d'une élite québécoise, canadienne, par rapport à certains pays où il manque de tout et même aux besoins de base selon la pyramide de Maslow. Merci. Sur ce focus, il y a du structurel dans ce qu'on a à faire. On est loin de régler à la marge, là. Je pense que ça, c'est un élément important pour le bien commun. Oui, à gauche. Je pense qu'Isabelle voulait réagir avant. Oui, Isabelle, excuse-moi. Merci. À mon angle mort. Je voulais ajouter aussi comme réponse qu'hier, on s'est bien donné comme mission aussi d'éduquer nos ministres. Donc, on ne l'oubliera pas. Et puis, on parlait de rapport de force aussi. Je pense que en faisant de l'éducation des adultes, quand même, on peut le modifier, ce rapport de force-là. C'est bien de ça qu'on parle et que, enfin, à terme, oui, le système peut changer, les organisations, les institutions peuvent changer. C'est plus long, mais on va y arriver. À la gauche, Manuel. Manuel Soto, Centre Saint-Pierre. Ben, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Isabelle. C'est super anxiogène. Hein? Encore, merci beaucoup à vous trois. Mais moi, il a fallu ce matin, je vous avoue, que je fasse un effort pour passer du je au nous. En vous entendant d'abord, ensuite en vous entendant, puis ensuite en vous entendant, j'étais de plus en plus dans le je. Tu sais, ma planète, mes informations, mes désinformations, mes finances, etc. C'est que faut je pense, profiter qu'on est tout le monde ici pour passer du je au nous, puis pour penser en termes de rapport de force. Par exemple, hier, je trouvais qu'on en mettait beaucoup, le gouvernement, le dos large, là, tu sais, quand on disait, tu sais, que il faut que le système change, c'est pas juste le gouvernement, c'est nous aussi. Et quand on parle du thème du forum ici, c'est l'éducation. Si on parlait d'instruction, ce serait une autre chose. Par exemple, ce matin, on a parlé comment les profs ont le dos large. Hier, c'était le gouvernement. Ce matin, j'entends les profs pour l'éducation aux finances, les profs pour l'éducation aux médias, les profs pour l'éducation à l'environnement. Moi, j'aimerais ça qu'on en profite, qu'on ait tout le monde ensemble pour arrêter de parler de l'instruction seulement, mais parler de l'éducation. L'éducation, ça nous concerne tout le monde. Quand on parle de parcours de vie, quand on parle de parcours, faut qu'on arrive à, nous autres, faire front commun, de passer du je au nous. Puis le je au nous, c'est pas juste du moi individu
à la société, mais par exemple ici, on a des gens du système formel, du système académique, puis on a des gens du système en marge, en parallèle, le système communautaire dont je fais partie. Bien, il faudrait qu'on arrive à se parler en commun, puis ça, c'est déjà un défi. Par exemple, quand je lis « Mise en valeur des principes SARCA », je vous avoue mon ignorance, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est que SARCA. Puis, en voyant ça, je me dis, ben oui, mais est-ce qu'on peut parler d'ACA? Est-ce qu'on peut parler d'EPA? Je devrais dire, est-ce qu'on peut parler d'action communautaire autonome? Est-ce qu'on peut parler d'éducation populaire autonome? Tu sais, fait que je pense qu'un des défis qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver le langage. Hier, on a fait un bon bout, mais il faut qu'on arrive à boucler la boucle, c'est-à-dire moi j'ai espoir qu'aujourd'hui, on ouvre, on est inspiré par vous trois. Merci encore de votre inspiration. Et là, je pense que le défi, c'est qu'on finisse le forum avec des pistes qui nous permettent de faire front commun pour que ce rapport de force-là dont tu parles, Isabelle, qui puisse être concret, qu'on finisse le forum. Moi, j'ai espoir qu'on finisse aujourd'hui avec, qu'on s'entende sur au moins quelques mots, que ce ne soit pas juste des chantiers, mais que les chantiers soient bien orientés. Et pour ça, je pense qu'il faut casser les cloisons entre l'académique, le communautaire, mais il faut qu'on fasse front commun parce que quand on parle d'éducation, ça nous concerne tout le monde. Merci, Manuel. On n'aurait pas mieux fait pour introduire l'atelier d'après le dîner. C'est l'esprit de ce qu'on souhaite avoir comme discussion. Je vais prendre les deux interventions en rafale, puis après, pour aller à la pause, je vais clore la séance, la session. Oui? Merci. Adrien Chénimaret, président de l'Association générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Un jour, j'aimerais ça qu'on ait un nom moins long. J'aurais une question pour les trois conférenciers et conférencières là, qui sont venus plus tôt. Je trouvais que c'était trois conférences très intéressantes qui soulèvent trois besoins ou même manques en termes d'éducation dans le parcours des gens qu'on forme au Québec, qu'on les forme de façon formelle ou informelle. Personnellement, je vois d'autres manquements. J'ai un parcours en sciences politiques à la base, donc une éducation à la citoyenneté, une éducation aux instances politiques sont aussi des choses qui, je pense, pourraient être incluses dans ces réflexions sur le bien commun-là, puis l'éducation au service du bien commun. Par contre, comme représentant étudiant, je dois dire que moi, ce que j'entends beaucoup de la part de mes étudiants et mes étudiantes qui doivent faire de la conciliation quotidiennement entre le travail, la famille et les études, c'est qu'ils manquent de temps. J'ai une question pour vous qui est très simple. C'est comment est-ce qu'on peut le faire, cette éducation-là, dans un contexte où les gens ont de moins en moins de temps. Ça a été abordé par le conférencier sur l'éducation financière. Les gens se cherchent de plus en plus de différents jobs parce qu'ils ont besoin de plus en plus de sources de revenus pour faire face, notamment à la montée de l'inflation, mais aussi au taux d'intérêt qui monte et ce genre de choses-là. Donc, ma question, c'est ça. En ce moment, moi, je fais face à une population qui doit concilier un travail à temps plein, des études à temps partiel, une vie familiale. Où est-ce qu'on peut introduire d'autres lieux d'éducation dans tout ça pour qu'il puisse y avoir cette éducation-là? Question importante. Si on revendique l'ajout d'une 25e heure dans la journée, on ne gagnera pas ce débat-là. Donc, il faut faire avec 24 heures et comment le faire? Je vais prendre la question, puis j'irai voir en ligne tout à l'heure, Claudel. Je vais vous faire un tour en conclusion, rapido. OK, merci. Je suis un peu grand. Bonjour, Frédéric Vachon, organisateur communautaire pour l'organisme Exdeco. Merci d'abord pour les trois présentations. C'était super intéressant. Ma question s'adresse peut-être un peu plus pour Youssef, mais peut-être les autres pourront répondre également. Je fais partie de ces gens du communautaire qui ont appris sur le tard à l'éducation financière. J'ai fait mon auto-formation, disons, dans les 6 derniers mois. Puis je vais vous avouer que moi, j'ai eu des gros conflits de valeurs, des sentiments peut-être d'hypocrisie et autres, parce que moi-même, je ne ferai pas de cachette, là, je me suis toujours considéré comme anticapitaliste, écologiste, environnementaliste, antispéciste, on peut en mettre plusieurs. Mais en même temps, c'est sûr qu'on embarque dans le monde de l'éducation financière, personnelle, c'est très centré sur le jeu, on l'a nommé tout à l'heure. Puis j'ai l'impression qu'il y a souvent un manque de contexte. Pour plusieurs, peut-être des générations précédentes, se projeter dans le futur puis voir une retraite avec la maison qui n'était pas trop difficile à acheter, c'était facile à imaginer. Mais dans le contexte dans lequel on se trouve en ce moment, dans une crise climatique qui est à nos portes, avec de l'inquiétude par rapport au futur, comment on peut s'imaginer justement faire de l'éducation financière
quand on ne sait même pas, en fait, si la société va être encore fonctionnelle dans 30 ou 40 ans, quand nos systèmes vont commencer à se désagréger, puis on va devoir gérer des problèmes d'accès à l'eau, d'accès à la nourriture, quand peut-être le chômage va exploser, quand... Je suis un peu d'éco-anxiété en ce moment, mais j'ai beaucoup de craintes par rapport à mon futur. Puis quand j'en vais dans la lecture, quand je m'éduque moi-même sur les finances, j'ai l'impression que je suis dans un monde qui est peut-être détaché du contexte global. Puis je serais curieux d'entendre votre position là-dessus. Ce n'est pas une critique envers vous, mais c'est une critique peut-être envers le monde général de l'éducation financière. Dans le contexte américain, j'ai vu des liens qui se faisaient entre la simplicité volontaire, la décroissance, la simplicité volontaire, dans une optique de se créer une retraite très tôt, mais est-ce qu'on peut imaginer des ponts entre l'éducation environnementale et l'éducation financière? Voilà. Je prends les questions en ligne, Youssef, et tu seras le premier à qui je donnerai la parole. Juste une seconde. Est-ce que, Claudel, il y a des questions, des remarques en ligne? Oui. Mon Dieu. Ouais, bravo! Je peux utiliser le micro pour la première fois. Là. Donc, en ligne, j'ai quelques commentaires, peut-être qui vont revenir un petit peu en arrière. Mais d'abord, il y a plusieurs personnes en ligne là, qui tenaient à féliciter là, les personnes qui ont fait les présentations tantôt. Alors, je passe le mot. Sinon, là, j'ai Gabrielle Lopez de la COFAC qui parle de l'importance de développer son regard critique, son discernement et le développement de sa relation à l'environnement. Pour cette personne-là, la dimension relationnelle, affective et sensible est tout aussi importante, sont tout aussi importantes là, pour le vivre ensemble et pour le bien commun. J'ai des personnes là, qui discutent par rapport aux enjeux financiers, l'importance d'apprendre plus jeune les enjeux financiers, que la priorité demeure sur les disciplines académiques de base, là, donc le français, les mathématiques et l'anglais. Puis c'est difficile là, de faire de la place pour les autres sujets. Et là, je vous fais un peu en rafale là, ce qui ressort. Là. Et c'est ça, finalement, là, on a un commentaire assez inspirant là, d'une personne dont je n'ai malheureusement pas le nom, mais qui dit qu'apprendre devrait devenir un intérêt qui s'intégrerait dans notre quotidien tout autant que d'autres loisirs. Il faut développer le plaisir et la pertinence d'apprendre. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je pense que les trois sujets traités, et je pense que les finances ressortent un peu, là, touchent les gens dans le trip, dans le quotidien. Là. Karine, tu évoquais le quotidien, je pense que ça, c'est des exemples. Puis je vais vous permettre, Youssef, Marc-Alexandre et Karine, d'avoir le mot de la fin avant qu'on passe à la pause. Donc, Youssef, je pense que ton domaine est interpellé. J'ai combien de temps, moi? Donc, premier élément, c'était par rapport au... je vais répondre dans l'ordre, là. Donc, par rapport à la réalité des étudiants, moi-même, je le vis, parce que j'enseigne au cégep et 90, pour ne pas dire 95% des étudiants du cégep travaillent. Et des fois, ils travaillent énormément d'heures. Mais des fois, ils le font alors qu'ils vivent chez leurs parents, ils ne payent quasiment rien. Mais ils le font parce que ils se comparent à leurs amis, donc c'est le vouloir du paraître, d'acheter des biens, etc. Et moi, l'approche que j'ai, puis je pense que ça va répondre peut-être aux deux questions, c'est justement de remettre un peu de leur permettre de réfléchir en fait au pourquoi ils travaillent. Et de revoir en fait leurs habitudes de consommation. Donc je pense que le travail initial lorsqu'on veut gérer ses finances, c'est tout d'abord se poser la question, pourquoi je gagne des revenus, à quoi ça sert, puis est-ce que mes dépenses sont pertinentes ou pas. Donc là, il y a tout un mouvement justement lié avec le minimalisme, avec le posséder le moins d'objets possible, parce que la société de consommation dans laquelle on vit nous pousse à justement acheter de plus en plus de biens, puis ça a un impact évidemment environnemental. Donc, dans mon approche d'éducation financière, c'est vraiment y aller par cette étape-là, de dire, revois tes besoins de base, revois tes dépenses actuelles en faisant un budget, par exemple. Donc, je disais, moins de 50% des Québécois font un budget, donc ils ne font peut-être pas ce travail d'introspection puis de remise en question des achats qu'on fait au quotidien. Donc, je pense que ça commence par ça. Puis, par la suite, ça peut justement nous amener à une réflexion, à dire, je prends des décisions financières sachant où va mon argent. Ça va, puis mon argent va selon mes valeurs puis selon mes priorités dans la vie. Donc je pense que ça répond déjà à cette problématique-là. Puis par rapport à la réalité des étudiants, exemple d'université, où là, ils sont amenés à travailler parce qu'ils ont un appartement, ils doivent payer des études, tout ça.
Bien, il y a un beau produit qui existe qui s'appelle le régime enregistré d'épargne études, que moins de 50% des parents ouvrent à leurs enfants et pourtant il y a 30% de crédit qui est donné par le gouvernement minimum. Mais des familles à faible revenu peuvent aller chercher jusqu'à 60-70% de subventions sur chaque dollar qu'ils mettent dans ce compte-là. Puis la statistique, c'est encore là, autour de 50% des parents encore qui ouvrent ce compte-là. Donc, je parlais dans ma présentation que la responsabilité de l'éducation financière, ben, elle vient aussi des parents, donc des parents plus éduqués. Donc, on parle de formation des adultes, mieux informés, ben, ils pourraient justement être plus outillés ou en tout cas mieux informés pour être capables d'ouvrir ce genre de compte-là. Puis ces comptes-là, on peut les ouvrir, puis surtout quand on a des faibles revenus, donc pour les familles vraiment à faible revenu, il y a de l'argent qui est donné automatiquement, là, un 2000 $ qui est donné, qui peut être investi au fil des années, qui déjà là peut donner un petit coup de pouce. Ça va, ce n'est pas des montants énormes, mais avec un régime d'épargne études, on peut accumuler des dizaines, voire plus de 100 000 $ dans un compte de régime d'épargne études. Donc, ça aide l'étudiant à l'université, justement, à payer ses frais de scolarité, à vivre la réalité d'étudiant, sans avoir à travailler puis à gérer le temps, comme je pense que c'était ça un peu la question, là. J'ai oublié la personne. Ouais. Donc, je pense que ça pourrait aider nos étudiants, mais c'est sûr qu'en ce moment, ce n'est pas tous les étudiants qui ont la chance d'avoir des parents qui ont mis de l'argent dans ces comptes-là et qui ont justement pu aider leurs enfants à faire des études universitaires sans avoir à vivre des difficultés financières. Merci, Youssef. Karine et Marc-Alexandre, tu auras le mot de la fin. J'allais un petit peu dans le même sens, mais je ne redirai pas ce que vient de dire Youssef. Mais en fait, j'avais, pour gagner du temps et pour pouvoir se poser les bonnes questions, magasiner moins, aller moins chiller au carrefour du coin parce que moi, j'ai une ado à la maison. Consommer moins ou surconsommer moins, se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel et qui ne l'est pas. Parce que changer d'auto à chaque fois que la nouvelle sort ou changer de diamètre, d'écran, on s'entend que quand ça fait déjà 2 mètres dans le salon et que tu es à 2 mètres devant, tu es... Moi, c'est plus ma presbytie qu'il faut soigner. J'aurais dit chatter et Facebooker moins. On est nombreux à combler notre vide en regardant nos téléphones le soir, à des moments comme ça, pour justement générer du temps, se questionner sur quels sont mes besoins essentiels pour soi, avec les autres, pour lire, pour observer, pour s'émerveiller. Moi, je suis la première observatrice de mon jardin et de mes papillons, et pour militer ensemble, parce que c'est dans l'action et c'est dans le partage, la discussion que les projets les plus pertinents émergent. Je vois quelqu'un qui me fait un mouvement comme ça, mais au-delà du fait que moi je suis une professeure d'université, on dit oui, tu as un chapeau, là, tu es bien nanti, mais moi je travaille à des projets d'économie sociale qui allient francisation, éducation à l'environnement, maraîchage. Donc je crois qu'on a tous notre part à faire là-dessus. Voilà. Très bien, merci. Marc-Alexandre, mot de la fin de la table ronde. Merci. Bien, tout de suite en partant, j'ai beaucoup apprécié le commentaire tantôt du jeu au nous, parce que, on va le dire carrément, l'action sociale ou collective est à peu près nulle si elle ne passe pas tout d'abord par une valorisation personnelle. C'est ça. L'effort, le travail qu'il faut y mettre n'y sera pas. Maintenant, j'ai rédigé mon mot de la fin, j'ai demandé à ChatGPT de le faire. Tu l'as fait pour de vrai ou c'est une blague? Est-ce un vrai commentaire ou un commentaire non réel? Je l'ai déjà fait pour une présentation. Puis en français, en passant, c'est vraiment nul. Il y a encore du travail à faire. Mais l'information va quand même commencer de passer de plus en plus par des formats de recueil d'informations tels ChatGPT qui vont continuer à nous présenter dans des formats de plus en plus conversationnels qu'on va se prendre pour
quand même, je mets entre guillemets humain, vivant, etc. Bon, c'est pas pour faire de l'alarmisme, je parle vraiment de la façon qu'on va recevoir cette information-là. On avait développé une ressource pour le CEM à Laval qui avait travaillé avec les adultes sur l'éducation média. On avait découvert, bref, que oui, la vérification des informations augmente lorsque on fait une éducation particulière sur le sujet, mais malheureusement, à l'intérieur de 6 mois, etc., on le sait qu'on retombe dans des vieilles habitudes. C'est pour ça que je parlais des valeurs en début de conclusion. Et c'est pour ça que j'y reviens encore. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur l'affectif dans la présentation. C'est que oui, l'éducation aux médias, c'est ce qui va permettre de savoir si le blog financier est fiable ou non. Si je peux faire confiance à l'environnement dans lequel je me trouve, parce que la majorité de notre temps, à moins qu'on suive des bons conseils de quelqu'un à ma droite, on va le passer dans l'environnement numérique. J'aime ça être à la télé, j'aime ça être sur Facebook, j'aime ça être à mes écrans. Et puis, évidemment, ça comble un certain besoin à quelque part, mais ce besoin-là, il faut qu'il soit aussi géré par cette éducation, cette littératie. Et là, je sais qu'on arrache le mot littératie carrément à l'anglais, qu'on avait commencé de l'utiliser, mais ce regard critique qu'on porte sur toutes les informations qui viennent vers nous par le moyen, le média, le moyen que ça passe vers nous, sans quoi, écoutez, tout est là. Toute l'information est disponible sur Internet aujourd'hui. Il suffit juste de se laisser convaincre par n'importe quelle des informations pour que l'idéologie prenne le dessus. C'est pour ça donc qu'on continue de mettre l'emphase sur cet élément plutôt pratique. Merci. Merci Marc-Alexandre, parce que peut-être tu mets en évidence que chacun des domaines contribue au bien commun, mais leur interaction est peut-être là où se situe le bien commun. C'est carrément une matrice. Oui, oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on peut applaudir Youssef, Marc-Alexandre et Karine. Ayant, comme animateur, ayant la responsabilité de la gestion du temps, et on va reprendre à 11h05, donc dans 15 minutes. Ce n'est pas un retard parce que c'est ce qu'on souhaitait, avoir les échanges, c'est ce qu'on a eu, donc c'est très bienvenu. Pour ceux qui joignent à nous aujourd'hui, pour aller à la pause, vous prenez cette porte et il y a un corridor tout à côté. Donc, 11h05, on reprend. Merci.